Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. Hervé Chesville à l'antenne, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission Panorama Info. Samedi 24 août, un attentat à la voiture piégée a été commis contre la synagogue de la Grande Motte, dans le département de l'Hérault. Cet acte avait vraisemblablement été conçu pour tuer un maximum de personnes, vu qu'il a été commis un jour de Shabbat. Fort heureusement, l'amateurisme de l'apprenti terroriste et sans doute aussi le courage d'un policier municipal qui a été blessé en intervenant ont fait que les dégâts ont été essentiellement matériels. Mais l'impact de cet attentat a été grand, au sein de la communauté juive, bien sûr, mais pas seulement. D'autant qu'il ne s'agissait pas d'un acte isolé, loin de là. Depuis le pogrom mené par les assassins du Hamas le 7 octobre 2023, une date à jamais marquée par le sceau de l'infamie, les actes antisémites se sont multipliés en France, sous couvert d'antisionisme et de solidarité avec le peuple palestinien. Certains politiciens français ont fait de cet antisionisme leur fonds de commerce, et les otages encore en vie et encore détenus par les terroristes semblent avoir été totalement oubliés. Pour ma part, après avoir organisé avec d'autres une manifestation de solidarité sur la place Saint-Nicolas quelques jours après cette abomination, je n'ai jamais cessé de penser à tous ces innocents, en particulier les enfants, détenus sous terre dans des conditions épouvantables. L'individu qui a commis le forfait de la Grande Motte s'était muni, pour le faire, ce forfait, d'un drapeau palestinien, indiquant clairement quelles étaient ses motivations. Interpellé quelques jours plus tard, il s'est avéré que ce suspect était un citoyen algérien vivant en France depuis plusieurs années en situation régulière. Le plus triste dans cette affaire est que l'Algérie fut jadis un pays peuplé de juifs, et ce depuis des siècles. L'histoire des Juifs en Algérie remonte à l'Antiquité. Les aïeux des Juifs algériens étaient arrivés sur cette terre qui ne s'appelait pas encore Algérie, bien avant l'invasion arabo-musulmane de l'Afrique du Nord. La tradition, peut-être légendaire, voudrait même que la Kahina, cette Jeanne d'Arc berbère qui résista les armes à la main des années durant aux envahisseurs, était elle-même juive. Plus près de nous, en 1953, 21% des médecins, 18% des dentistes, 16% des avocats, 18% des fonctionnaires d'Algérie étaient juifs. À l'indépendance de l'Algérie en 1962, la population juive de ce pays s'élevait encore à au moins 150 000 personnes. Or, en octobre de cette année-là, après l'indépendance donc, on n'en comptait plus que 25 000, dont 6 000 à Alger. En 1971, il n'en restait plus qu'un millier. En 1975, la grande synagogue d'Oran, comme toutes les autres, fut transformée en mosquée. La plupart des cimetières juifs à l'abandon ont été profanés. En 1982, on ne comptait plus qu'environ 200 juifs dans tout le pays. Pire, la guerre civile algérienne des années 90 provoqua l'assassinat de plusieurs membres de la communauté, dont le commerçant José Belaïch et l'opticien de la rue Didouche Mourad, Raymond Louzoum. En l'an 2000, la tournée qu'Enrico Macias, de son vrai nom Gaston Grenacia, la tournée qu'il devait effectuer sur sa terre natale fut annulée du fait de pressions internes, malgré l'invitation officielle de la présidence algérienne. En décembre 2007, ce même chanteur
bien qu'invité par le président Sarkozy à l'accompagner en visite officielle en Algérie, ce chanteur donc a dû renoncer à faire le voyage du fait de l'hostilité manifestée par le ministre algérien des anciens combattants. Je précise que Gaston Grenassia est né en décembre 1938 à Constantine et que son beau-père, le cher Raymond, juif lui aussi, fut assassiné par le FLN en juin 1961. Cheikh Raymond était le maître du malouf, la musique algérienne typique de la région de Constantine. En janvier 2010, décéda le dernier juif d'Oranie. Il s'appelait Messaoud Prosper Chetrit. En 2021, le département d'État des États-Unis estima qu'il ne restait plus qu'environ 200 juifs dans toute l'Algérie. Précisons que ces juifs algériens ont dû quitter leur terre natale en laissant derrière eux toutes leurs possessions. Nombre d'entre eux ont cependant refait brillamment leur vie en France, en Israël ou ailleurs. Il n'empêche qu'ils ont bel et bien été spoliés, à l'instar de la plupart des juifs du monde arabe. Il est rarement fait mention de cette gigantesque spoliation. On préfère évoquer la spoliation subie par un grand nombre d'habitants non juifs de Palestine lors de la création de l'État d'Israël. Or, le nombre total de ces derniers est inférieur à celui des juifs spoliés du monde arabo-musulman. Il est des vérités qui ne sont pas toujours bonnes à dire. De nos jours, 20% des citoyens d'Israël sont des Arabes, surtout des musulmans, mais aussi des chrétiens. En Algérie, il n'y a pratiquement plus, on l'a vu, de citoyens de confession juive et quasiment aucun d'autre confession. L'Algérie, jadis multiethnique et multiconfessionnelle, est devenue un État autoritaire et corrompu, mettant en avant une identité nationale unique mais fantasmée, à savoir arabo-musulmane. Mais cela ne semble émouvoir personne. En dépit de ce douloureux passé, ou peut-être à cause de lui, l'Algérie indépendante a toujours été en pointe dans le monde arabo-musulman pour ce qui est de l'hostilité à l'État d'Israël et pour l'affichage militant d'un soutien sans faille à la cause palestinienne. L'établissement de relations diplomatiques, économiques et sécuritaires entre le voisin marocain et l'État hébreu semble avoir encore davantage radicalisé la position algérienne. Les générations algériennes post-indépendance ont toutes baigné dans un climat de haine à l'égard d'Israël et de déni en ce qui concerne le passé juif de l'Algérie et des spoliations subies par la population juive de ce pays. Que ce soit un Algérien qui ait commis l'ignominie de la Grande Motte n'a donc rien de surprenant en soi, même si cet individu a effectivement vécu en France pendant plusieurs années avant de passer à l'acte. Il était vraisemblablement toujours conditionné par l'éducation et le conditionnement anti-juif et anti-israélien subi depuis sa naissance dans son pays d'origine. D'autant que ce suspect est loin d'être le premier Algérien d'origine à s'en prendre à des juifs dans ce pays. Les attentats perpétrés en France par le groupe islamique armé, GIA, groupe terroriste algérien, en 1995 et 1996, dont celui du RER B à la station Saint-Michel, sont dans toutes les mémoires. Au total, ces attentats du GIA firent 10 morts et 190 blessés. On se souviendra aussi de ce natif de Toulouse, dont je ne souhaite pas prononcer ici le nom, qui a osé, en 2012, tuer de sang-froid des enfants juifs et leurs enseignants dans une école israélite de la Ville Rose. Il est on ne peut plus regrettable que cette haine arabo-islamique à l'égard des Juifs et envers Israël ait été importée en France par des populations originaires de la rive sud de la mer Méditerranée. Les Juifs
constitue depuis toujours une composante inaliénable de l'histoire de France et de la culture de ce pays, alors que l'islam est encore relativement nouveau au regard de cette longue histoire. De plus, la communauté juive de France a été renforcée par tous ces juifs d'Afrique du Nord qui furent contraints de quitter leur pays d'origine depuis le début des années 60. De nos jours, les juifs séfarades, c'est-à-dire essentiellement d'Afrique du Nord, sont beaucoup plus nombreux que les juifs ashkénazes, c'est-à-dire originaires d'Europe centrale, en France. Ils ont enrichi la France par leur esprit d'intégration, leur caractère industrieux et leur dynamisme, et ce dans tous les domaines. Il n'y a pas qu'Enrico Macias qui a réussi, loin de là. Les Algériens musulmans qui ont, après eux, immigré en France, auraient mieux fait de suivre l'exemple de leurs anciens compatriotes juifs plutôt que de transplanter en France des haines recuites et des rancœurs qui n'ont rien à y faire. Pour ma part, face à tout ce passif, face à la haine de la France exprimée par des personnes nées en France et ne connaissant que peu de choses au sujet du pays de leurs parents ou de leurs grands-parents, face à ces drapeaux algériens brandis avec ostentation à l'occasion de mariages, de matchs de football ou de manifestations politiques, face à un radicalisme islamique né dans les banlieues et qui n'a pas grand-chose à voir avec l'islam pratiqué jadis en Afrique du Nord, je préfère mettre en avant l'immigration positive, l'intégration réussie de nombre de populations venues d'ailleurs, parfois de beaucoup plus loin que l'Algérie. Je pense en particulier aux anciens réfugiés de l'ex-Indochine française, arrivés en France dans la deuxième moitié des années 70 et durant les années 80. Même à Bastia, l'un d'eux a fait souche et il contribue à l'activité économique de notre ville, avec sa boutique de produits asiatiques et son petit restaurant de la place du marché. Ses enfants sont nés en Corse et sont scolarisés ici. Cette famille est un brillant exemple d'intégration et de réussite. Lorsque je me rends sur le continent, je retrouve toujours avec plaisir les familles d'origine laotienne que j'avais connues là-bas lors de leur arrivée il y a plus de 30 ans. Ces gens sont l'exemple même d'une immigration réussie. Accueillis à la fin des années 70 comme réfugiés, ils ont su construire leur vie en France, à force de courage et de travail. À leur arrivée, ils ne parlaient pas français, pour la plupart, et semblaient perdus sur leur nouvelle terre d'accueil, dont ils ignoraient tout. Ils avaient fui le régime communiste et l'occupation vietnamienne du Laos, avant de passer des années dans des camps de réfugiés en Thaïlande. Durant toutes ces années, depuis leur arrivée en France, ils n'ont pas ménagé leurs efforts. Efforts pour apprendre la langue, efforts pour se former, pour se loger, pour s'intégrer. Ils n'ont jamais fait parler d'eux dans la rubrique des faits divers. Pas de chômeurs dans ces familles, pas de querelles avec les voisins. Leur réussite est loin de se limiter à l'ouverture de restaurants ou de magasins d'alimentation asiatique, comme on le croit trop souvent. La nouvelle génération réussit brillamment, et ce dans tous les domaines, de l'aéronautique aux nouvelles technologies. Les enfants, pour la plupart, excellent à l'école. Certes, ces anciens réfugiés ont conservé leur culture d'origine qu'ils tentent de transmettre à ceux qui sont nés en France. Mais ils ont su adopter les us et coutumes de France. Tous sont français depuis longtemps et heureux de l'être. Ils ont construit ou fait construire d'agréables maisons dans les grandes banlieues de nos métropoles, loin des HLM, des zones rouges de ces métropoles. Chez eux, personne ne parle de racisme au quotidien ou de ségrégation à l'embauche. Jamais ne sont invoqués des arguments religieux pour rejeter telle ou telle loi de leur pays d'accueil. Nul ne songerait parmi eux à exiger de la France je ne sais quelle repentance pour ce qu'elle aurait fait ou n'aurait pas fait en Indochine il y a 70 ou 100 ans. Bref, voilà un résumé d'immigration réussie, chance pour la France et chance pour eux-mêmes. Ces franco-laotiens
de France continentale sont loin d'être, ou de Corse, sont loin d'être des exceptions. Des exemples similaires abondent dans toute la France. Et de nombreux Français d'origine cambodgienne ou vietnamienne ont également réussi dans ce pays. L'intégration de ces anciens réfugiés venus d'Asie du Sud-Est, arrivés à partir de 1975, s'est donc globalement bien faite, malgré les innombrables difficultés auxquelles ils durent faire face, surtout durant les premières années. Cette intégration s'est faite sans bruit, sans heurts. Elle est le fruit de la persévérance et de la volonté de tous ces gens qui, pour la plupart, sont devenus des Français presque ordinaires et qui se démarquent par leur réussite exemplaire. À l'heure où immigration et intégration font à nouveau la une de l'actualité, et quand ces sujets sont récupérés à des fins politiciennes, nos médias devraient plus souvent parler de cette réussite des Français originaires d'Indochine. Ce succès devrait davantage être cité en exemple. Il pourrait même donner des idées à nos gouvernants. Il pourrait aussi servir d'exemple à d'autres communautés d'origine étrangère qui, elles, sont encore très loin d'avoir connu le même degré de réussite en matière d'intégration dans la société française. Lors de leur arrivée en France, j'avais participé, avec tant d'autres bénévoles, à l'accueil des réfugiés laotiens, cambodgiens et vietnamiens. Je suis fier d'avoir modestement œuvré en qualité de jeune volontaire dans les domaines de l'enseignement du français aux adultes et du soutien scolaire aux enfants, ainsi que dans celui de la recherche de formation et d'emploi. Ce furent mes premiers pas dans cette humanitaire qui allait changer le cours de ma vie. Plus de 40 ans après, j'ai pu mesurer le chemin parcouru lorsque je rencontre ces anciens réfugiés et que je fais la connaissance de ceux qui sont nés et qui ont grandi en France. Ces retrouvailles me confortent chaque fois dans ma conviction qu'il est encore possible, en France, d'assimiler des populations d'origine diverses, aux langues et aux traditions fort éloignées des nôtres. L'essentiel étant d'avoir la volonté de s'intégrer. Nul doute que les Français d'origine laotienne, cambodgienne ou vietnamienne l'avaient cette volonté et qu'ils l'ont encore, plus que jamais. On l'aura compris, je ne suis pas hostile à l'immigration et je déteste la récupération politique de ce sujet par certains politiciens français. L'immigration réussie que je viens d'évoquer a été positive pour la France. Elle a contribué à la richesse économique et culturelle de ce pays. Par contre, je ne peux qu'appeler à une vigilance accrue envers une immigration qui importerait en France des valeurs qui seraient en contradiction totale avec les traditions et les us et coutumes du pays d'accueil, avec les principes d'égalité entre hommes et femmes, avec la laïcité qui permet à chaque citoyen de croire ou de ne pas croire et de pratiquer sa propre religion sans entrave ni contrainte. Immigration ne doit pas signifier repli communautaire ou religieux. Pourquoi devrait-on tenter de recréer en France ce que l'on a quitté ou que l'on a fui dans son pays d'origine? Plus que jamais, je suis persuadé que l'exemple donné par les Arméniens dans les années 20 et 30, par les Juifs d'Afrique du Nord dans les années 60, par les Vietnamiens, les Laotiens et les Cambodgiens dans les années 70 et 80, est le bon en matière d'immigration et surtout d'intégration. Un exemple dont d'autres communautés d'origine étrangères feraient bien de s'inspirer pour l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants et pour celui de leur pays d'accueil, la France. Il en va de notre bien-être à tous, de ce fameux vivre ensemble ou de cette fameuse communauté de destin tant vantée par nos politiciens de tous bords, autant de jolis mots qui ne correspondent pas souvent à la réalité vécue par les habitants de nombre de banlieues de France. Et pour conclure cette émission, chers amis auditeurs et auditrices, je voudrais vous faire écouter une chanson que vous connaissez bien et qui illustre parfaitement le sujet que je viens d'aborder. À la semaine prochaine.
raison. Ma vie, ma triste vie, se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue. Leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux mouillés de pluie, de la pluie de l'adieu. Je revois son sourire, si près de mon visage, il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ces yeux bleus qui fuyaient, la mer les a noyés dans le flot du regret.